On va passer dans notre première table ronde. Alors, par contre, on va commencer avec Eric Diebling, qui est gérant de Ingénieco. Un instant. Bonjour à tous. Merci de votre accueil. Je suis Eric Diebling, je suis dirigeant et fondateur effectivement du cabinet d'ingénierie Ingénieco Technologies qui existe depuis 20 ans et qui est, présentation très rapide, un organisme de recherche agréé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au Crédit Impôt Innovation et au Crédit Impôt Recherche. Voilà. Alors, notre activité, c'est de faire du développement pour le compte des industriels, de travailler pour des grands aménageurs français, sur tout le territoire français. Nous sommes basés à Colmar, mais on travaille sur tout le territoire français. Nous intervenons aussi en expertise amiable et judiciaire et nous avons un volet formation initiale et continue. Et voici quelques-uns de nos engagements. Pardon, la télécommande fonctionne un peu de façon erratique. Je vais passer assez vite sur, donc je termine la présentation. J'ai donc encore 13 minutes. La question qui est posée sur ce démonstrateur, c'est comme cela a été dit précédemment, c'est une question de massification. Et peut-être que, vu de votre fenêtre, la question de la massification, c'est juste de reproduire ce que l'on a tenté de bien faire une fois et qui semblait innovant à une époque. En revanche, la construction et l'acte immobilier est un secteur d'activité assez atomisé. Et donc, la difficulté d'être capable de refaire quelque chose que l'on a plus ou moins bien fait au travers d'un démonstrateur de rupture et ensuite de le passer de façon scalable, c'est-à-dire à l'échelle, c'est en soi tout un enjeu. Et donc, la massification bas carbone repose donc sur la bonne compréhension de ce sur quoi les équilibres se sont patiemment et souvent tacitement construits dans le temps long, c'est-à-dire en fait des technologies de bunker, pardon de le dire, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le béton armé, en fait, qui a connu son essor pour construire rapidement de façon qualitative et à coût économique acceptable, s'est développé parce que finalement, on n'avait pas dans le paradigme des choix inscrit les impacts environnementaux dont les émissions carbone font partie. Donc, ce mode constructif relativement commode et efficace pour faire face aux enjeux de reconstruction d'après-guerre, eh bien, a un principal problème, en tout cas à date, puisqu'il y a bien entendu des travaux qui sont engagés pour l'améliorer, c'est qu'il émet beaucoup de carbone. Ça vient d'être dit d'ailleurs. Et cette massification repose donc sur cette bonne compréhension de l'état de l'art vis-à-vis duquel on part. Et donc, deuxièmement aussi, sur une bonne veille vis-à-vis de signaux faibles qui peuvent être précurseurs de la sinistralité de demain, avec des causes endogènes ou exogènes et des risques de correction, c'est-à-dire d'abandon induit. Comme cela a été dit tout à l'heure, construire en bois ou construire avec des matériaux biosourcés, c'est pas tout à fait la même chose, notamment en termes de vulnérabilité vis-à-vis de situations que l'on retrouve assez régulièrement dans le bâtiment, par exemple des feux ou par exemple de l'humidité. Eh bien, il y a besoin d'adopter toute une acculturation en fait par l'ensemble de la chaîne de valeur qui, comme je le disais, est atomisée. Donc, ça nécessite véritablement d'acquérir des réflexes que l'on a peut-être oubliés parce que les modes constructifs historiques y faisaient moins référence. Alors, OK, donc vous connaissez bien cette roue de Deming. Hop, j'essaie d'appuyer sur... Je ne sais pas s'il y a un truc pour être... faut viser quelque chose. Donc voilà, la mission qui nous a été confiée par la SPL de Rives, c'était effectivement de définir en fait des procédés constructifs qui avaient cette chance de passer à l'échelle
dans des conditions de reproductibilité donc acceptables et de soutenabilité économico, pratico et environnementalo compatibles avec les enjeux qui sont devant nous. Donc, je vais passer. Les étapes de la mission, puisque vous le savez bien, on reconnaît le maçon au pied du mur, selon l'adage populaire. Donc, rien de mieux pour définir des procédés constructifs que de finalement s'intéresser à ce qu'on a appelé des morphotypes ou des typologies ou des archétypes de bâtiments pour essayer de voir dans quelle partie de ces bâtiments en fait, on pouvait contribuer avec des matériaux biosourcés. Donc on a travaillé avec la SPL de Rives pour définir des archétypes immobiliers qui étaient représentatifs de ce que l'on pouvait rencontrer à l'échelle de la ZAC. Ils sont chacun décomposés en 3 scénarios, donc vous verrez, il y a des images, se différenciant les uns des autres par les procédés constructifs qui les constituent. Et les procédés constructifs qui ont été proposés selon la stratégie qui va être décrite dans la suite de la présentation sont le résultat d'un état de l'art. Alors, on a prononcé un terme ou des termes tout à l'heure de technique courante. Normalement, pour assister régulièrement aux conférences ou aux cours de Bertrand Chauvet, qui est au fond de la salle, les notions de technique courante doivent être parfaitement maîtrisées par vous. Si ce n'est pas le cas, j'en dis quand même un petit mot. Ce sont des techniques qui, par défaut, vulgairement parlant, sont assurées de facto par l'ensemble des participants à la chaîne de valeur de la construction. L'assurance n'est pas pour nous, en fait, une fin en soi, c'est considéré comme étant un mode commode de fédérer autour d'un langage commun, finalement, une chaîne d'acteurs très atomisée. Donc, à l'échelle, je remontre un peu le même plan masse, en fait, que l'ensemble des interlocuteurs précédents, et avec, en fait, des typologies de bâtiments, un épanelage de bâtiments, qui peuvent se synthétiser finalement en 3 morphotypes. Un morphotype 1 qui serait peut-être un bâtiment d'habitation collective, et j'arrive à la mi-temps, je relance 7 minutes. Un morphotype 1 qui pourrait être un bâtiment d'habitation collective en R+2 relevant de la 2e famille incendie, avec une hauteur de plancher bas du dernier niveau à moins de 8 mètres, et des planchers de duplex qui sont compris dans cette hauteur limite. On sait que cette typologie de bâtiment a été relativement récemment assez sinistrogène en matière d'incendie, dont un s'est produit en fait dans la région. Donc en fait, il faut, vous voyez, au dénominateur d'une analyse de cycle de vie ou d'une FDES, d'une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, il y a une durée qui est de 50 ou de 100 ans. Donc évidemment, quand on choisit des matériaux biosourcés, comme quand on choisit d'autres types de matériaux, la durée attendue pour ces constructions dans un usage normal est bien une durée longue, en fait. Donc, quand on arrive avant les 50 ans, et vous savez bien, pour ceux qui ont un certain âge comme moi, 50 ans, c'est court, en fait. Quand vous construisez votre maison à 25 ans, à 75 ans, il n'est pas prévu d'y remettre un coup de bulle, si je peux me permettre de parler trivialement. Donc, en fait, 50 ans, c'est très court. Et vous vous rendez compte que finalement, les choix technologiques doivent bien entendu intégrer ces notions de durabilité. Sinon, on peut être gêné à titre personnel, mais on l'est aussi à titre environnemental, puisque les impacts environnementaux sont dilués sur une durée qui n'est pas celle qui est escomptée. Donc le morphotype numéro 2, c'est un bâtiment d'habitation collective, alors un peu plus haut, plutôt de la 3e famille, et un morphotype 3, un ERP du premier groupe, qui sont en fait des typologies de construction que l'on retrouve à l'échelle de la ZAC. Alors je vais aller assez vite. Alors j'ai 15 minutes pour résumer une étude de 200 pages qui vous sera rendue disponible, et je précise tout de suite que je ne sais pas, il faut viser un truc particulier ou... Non, je vais au clavier peut-être. Allez, au clavier, ça marche. Voilà. Donc, bon, je ne reviens pas sur ces notions de technique courante, technique non courante. J'en ai esquissé 2 mots et téléchargé tous les 6 mois la publication semestrielle de la C2P, Commission Prévention Produits, en janvier et en juillet. Ce sera une excellente façon de vous tenir au courant de cette actualité.
et d'un tableau qui est finalement pas si compliqué à mettre en œuvre et qui en plus est, on va dire, d'une certaine façon, contractuellement inscrit dans tous les contrats des constructeurs au sens large. Voilà, donc oui, je tenais à dire que cette étude n'est pas une étude fermée qui fait des préconisations particulières sur des modes constructifs en excluant tous les autres. En fait, c'est une étude paramétrique qui a été construite de façon argumentée et de façon concertée, comme le disait Tali tout à l'heure, avec un ensemble d'acteurs et des filières professionnelles. Alors, il y avait un élément fort quand même à l'échelle de la ZAC qui était de souhaiter un rendu de type enduit. Et pardon, mais on commence à, dès qu'on fait un choix, on va dire urbanistique ou architectural, on a automatiquement en fait ensuite des conséquences qui s'appliquent sur les différents autres choix, en fait. En l'occurrence, pour ce qui concerne la question d'un revêtement de type enduit, en construction bois, puisque finalement la construction bois, c'était évident qu'on allait l'utiliser. En construction bois, dans le domaine traditionnel, il n'y en a que deux solutions. En l'occurrence, il y a une solution d'enduit sur béton de chanvre et une solution d'enduit sur botte de paille, à date, reconnue en technique courante. Donc, vous voyez, et dans le domaine non traditionnel, nous en avons deux, c'est-à-dire des enduits surisolants, donc qu'on appelle ETICS sur le plan normatif, et dans le domaine non traditionnel toujours, des systèmes de plaques qui sont enduites en fait et qui sont sous avis technique et en étant des procédés non traditionnels. Donc en fait, le gros de ce travail, c'est de coucher sur du papier un benchmark, un parangonnage, un état de l'art exhaustif et complet sur l'ensemble de l'offre industrielle à date et qui présente quand même une certaine forme de durabilité dans le temps. Donc, je répète, les critères qui ont été choisis, et je vais aller un petit peu plus vite, c'était effectivement de répondre au programme du quartier Citadelle dans le parangonnage qui a été réalisé, d'être reconnu en technique courante pour le domaine d'emploi prévu pour le dit morphotype, se placer dans un niveau de sécurité acceptable en situation d'instabilité réglementaire, se placer dans une économie de projet soutenable, avec donc un prix de sortie accessible aux acquéreurs. L'accessibilité sociale était un paramètre important. Exploiter le savoir-faire répandu dans la chaîne de valeur et des entreprises, notamment locales. Atteindre les performances techniques et acoustiques visées. Rester avec des besoins de froid mesurés et permettre une fiabilité, une durabilité adaptée pour éviter les surcoûts d'entretien-maintenance dont on a parlé aussi, qui pourraient être hors gabarit vis-à-vis des pratiques des copropriétaires et des acquéreurs. Donc, allons-y. On a mis en place, évidemment, comme chacun le pratique sans doute dans la hiérarchisation de ses choix, eh bien, ces différents enjeux sous la forme de matrices, avec donc des critères, des pondérations qui sont à isopondération. On peut très bien imaginer que vous souhaitiez pondérer par exemple, l'impact sur le changement climatique à 50% et redistribuer en fait les points. Mais en tout cas, c'est à isopondération que l'étude a été faite. Et vous avez, par exemple, pour le morphotype 1, un ensemble de solutions qui peuvent se présenter, mobilisant des matériaux bas carbone ou des procédés constructifs biosourcés pour réaliser ce type de solutions. Donc, elles ont toutes été évaluées au travers des critères que je vous ai donnés. Le symbole, en fait, le résultat de cette analyse se trouve être représenté de façon graphique, soit par une cotation unique, soit par un radar. Je vais passer. On a procédé ainsi, en fait, pour tous les morphotypes. Alors, si je peux détailler peut-être un des morphotypes, qui est le morphotype 1, le bâtiment d'habitation de deuxième famille, est un bâtiment d'habitation qui souvent est considéré comme étant peu ambitieux sur le plan technologique. Et j'arrive à la fin de mes... Je relance. J'ai dépassé les 14 minutes. Très bien. Donc, voilà à quoi ça ressemble en 3D. C'est une des solutions qui peut être utilisée.
reconnu en technique courante et présentant, on va dire, une bonne satisfaction à l'ensemble des critères que je vous ai décrits. Donc ça pourrait être, par exemple, un bâtiment avec des circulations communes horizontales et verticales en béton armé, avec des ailettes qui cheminent. Bien sûr, on sait qu'on peut faire autre chose et l'étude l'indique bien. Et d'ailleurs, on a accompagné l'Eurométropole de Strasbourg à faire du R+11 intégralement en bois. Là, je répète, l'enjeu, c'est la scalabilité en fait. C'est la démocratisation de procédés constructifs avec une trajectoire d'appropriation de toutes ces technologies par le plus grand nombre. Donc, du béton au centre, un plancher intermédiaire en plancher bois solivé. Ensuite, des murs extérieurs qui seraient porteurs, de type ossature bois et contreventants, conformément à chaque fois on cite les référentiels techniques. Hein. Et puis une toiture végétalisée sur support solivé. Et tout cela peut relever en fait de la technique courante. C'est intéressant de le savoir parce que malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les acteurs, quand ils sont face à des projets comme ça, la question de la technique courante, qui pourtant est quand même assez essentielle, n'est pas tout à fait prise en compte et on part de la feuille blanche alors qu'on a des solutions sur étagère, quoi. Ce qui a parfois pour effet de générer des frustrations ou des difficultés à tous les étages en fait, de la prise de décision. Donc, alors, si on entre dans le détail des parois verticales, parce qu'une fois qu'on a défini les composants en fait, de ce morphotype, bah, il faut savoir de façon argumentée quelles sont les typologies de façades que l'on va pouvoir utiliser. En l'occurrence, on a mis, nous aussi, en business as usual, qui sont les termes qui ont été employés, c'est-à-dire comme scénario de référence tout à gauche, bah, que serait une paroi verticale en fait pour un bâtiment en béton. Donc ça serait une paroi verticale de type mur béton avec une isolation thermique par l'extérieur pour UP, donc une valeur de déperdition surfacique d'environ 0,15 watts par mètre carré degré Kelvin. Et on a mis en regard les compositions qui pouvaient permettre de mobiliser des matériaux biosourcés à isoperformance UP en fait. Donc, on se rend compte que la solution qui se trouve dans la deuxième colonne pourrait être donc une solution en botte de paille conforme aux règles professionnelles RFCP 2012, enduite par l'extérieur et équipée d'un écran intérieur dont on parlera peut-être tout à l'heure pour éviter donc les questions de feu couvent, pour faire court. Voilà, donc on peut tout à fait utiliser aujourd'hui de la paille comme isolant en remplissage de montant. Alors je ne vous apprends rien, mais par contre, c'est peut-être bien de savoir que c'est reconnu en technique courante. Après, la technique courante n'est pas, la reconnaissance en technique courante n'est pas le bout de tout. D'ailleurs, on en a parlé longuement avec les participants à cette étude. La technique courante est en elle-même génératrice de sa propre pathologie, en fait. Elle n'est pas exonérée de pathologie. Et donc, bien souvent, en fait, ces technologies-là, bien que juridiquement, on va le dire comme ça, reconnues en technique courante, eh bien, l'appropriation de ces technologies qui ne sont pas encore appropriées maîtrisées par l'ensemble des acteurs, c'est tout l'enjeu, en fait, finalement, de ne pas générer de sursinistralité. Et donc, par rapport à des notions de formation qu'on abordera peut-être tout à l'heure, on a tous besoin d'apprendre, chacun à notre niveau, chacun dans notre secteur, et l'enjeu est véritablement de s'approprier cette technologie considérée comme étant parfois ancestrale. Ensuite, eh bien, la deuxième solution pourrait être du béton de chanvre, enduit par l'extérieur, et la troisième solution pourrait être une ossature bois tout à fait traditionnelle, avec un enduit sur isolant tout à fait, relevant de la technique courante. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à chaque fois des cotations en épaisseur qui montrent que finalement, la solution la plus optimum sur la question de l'encombrement, c'est la solution la plus à droite. Celle qui est un peu médiane, hein, c'est celle qui utilise de la paille. Et celle qui est, d'ailleurs, celle qui utilise de la paille est à peine plus épaisse que celle qui utilise du béton armé avec un enduit sur isolant tout à gauche. Et enfin, aujourd'hui, dans le cadre des règles professionnelles qui s'appliquent, le béton de chanvre a un lambda, une conductivité
conductivité thermique qui est, on va dire, peut-être pas encore valorisée comme il faut l'être. En tout cas, son épaisseur est souvent très impactante sur les projets. Voilà, bon, on a continué, vous avez compris l'exercice. En fait, on a continué sur tous les morphotypes à décliner toutes les compositions de parois, à les coter en euros, à les coter en émissions de gaz à effet de serre. Et on arrive donc à des tableaux de synthèse pour chaque morphotype dans lesquels il y a des choix qui sont possibles. Voilà, donc c'est le morphotype 2. Le morphotype 3, c'est la même chose. Alors peut-être que l'axono est parlante de ce point de vue-là. Pour le bâtiment de troisième famille, pardon, qui est le morphotype 2, en fait, l'exemple qui a été décliné dans l'étude est un exemple où nous avons volontairement, avec les contributeurs de cette étude, adopté un mode constructif finalement qui mobilise beaucoup de béton. Alors pourquoi ? Et qui propose en fait un support à de la façade ossature bois non porteuse. Alors ça peut paraître éventuellement peu ambitieux de parler ainsi, mais c'est finalement un des critères qui a présidé en fait à l'élaboration des choix, qui était de dire très bien, ben, il est tout à fait possible aujourd'hui de faire une circulation, comme on le voit tout en bas, en béton, avec éventuellement des ailettes ou sans ailettes pouvant recevoir les locaux humides, et de rayonner en fait avec une structure en poteau-poutre bois, des planchers CLT ou des planchers solivés, et puis d'habiller tout ça d'une façade ossature bois non porteuse, puisque dans ces hauteurs de bâtiments, en fait, pour nous dire les choses, la construction bois, la construction bois avec des montants, des traverses, etc., avec un entraxe de 600 mm, et je suis à 21 minutes, et je vais terminer là. Ouais, très bien. Et je vais terminer là. Permet effectivement de faire ce type de construction, et ça n'a rien de très original. En revanche, la typologie des entreprises capables de faire ce type de bâtiment, eh bien, une typologie d'entreprise assez exigeante. On en a en face de nous. Et l'enjeu, c'était de nous dire, si on avait aujourd'hui le tissu alsacien tout venant, en fait, serait-il capable de monter en compétence, en fait, c'est le terme qui a été employé en introduction, serait-il capable de monter en compétence pour justement, à partir d'une TPE ou d'une toute petite PME, en fait, venir habiller en fait ce type d'ouvrage, certes un peu plus carboné, mais peut-être dans un premier temps faire son expérience sur ce type de bâtiment, parce que de toute façon, une fois qu'il aura acquis le savoir-faire sur ce type de bâtiment, eh bien, il faut qu'il en acquiert d'autres sur des bâtiments un peu plus exigeants où on aurait du poteau-poutre en bois. Voilà. J'en ai terminé en fait avec la présentation, puisque je dois m'arrêter là. Mais on a la table ronde pour le reste. Merci. Merci, Eric. Alors, j'invite Philippe Neuris, qui est directeur technique et d'approvisionnement bois RE Habitat. En introduction, REI Habitat, qui est un promoteur de la construction bois depuis 2009. Tous nos bâtiments tous nos projets sont faits en construction bois. C'est associé pour répondre au concours à Matisse, qui est une entreprise locale. Donc, c'est venu naturellement pour nous travailler avec Matisse, avec qui, par ailleurs, à qui on a confié d'autres bâtiments auparavant, avec qui on a l'habitude de collaborer. Donc, on est effectivement une entreprise locale, on est spécialisé en construction bois, on est basé à Muttersols en Centre-Alsace. L'entreprise date du début du 19e siècle. Le point commun en fait, de notre évolution au cours de l'histoire, c'est le bois, puisqu'on a été scierie de bois, etc. etc. Entreprise de charpente. On a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 62 millions d'euros et nous sommes actuellement 210 collaborateurs de l'entreprise. Et donc, en fait, nous sommes une entreprise complètement structurée pour répondre à ce type de marché, puisqu'en fait, on dispose de notre propre bureau d'études interne. Donc, c'est ce bureau d'études-là qui va faire les études d'exécution et les plans d'atelier de chantier des deux lots
de Citadel. On a nos ateliers où on produit les composants qu'on va retrouver sur le chantier, c'est-à-dire des poteaux-poutres, notamment en bois lamellé-collé. Également des murs à ossature bois, comme a évoqué Eric Dibling tout à l'heure. Et on produit aussi une typologie de murs qui est sous avis technique, qui nous permet de réaliser des bâtiments à partir de la troisième famille. On a un avis technique pour des immeubles jusqu'à 15 étages. Pour illustrer mes propos, donc, vous voyez une vue aérienne de la société et nos différentes installations, bureaux d'études et ateliers complètement équipés en machines à commande numérique. Encore peut-être un point important, la société est labellisée pour toutes ses productions. Donc, tous les principaux labels de construction bois qui peuvent s'assimiler à de l'ISO. On est aussi, toutes nos fabrications sont réalisées à partir de bois qui proviennent de forêts qui sont gérées de manière durable, ce qui nous permet d'afficher le label PEFC, et nous sommes également en capacité de réaliser nos chantiers en bois de France, c'est-à-dire 100% des approvisionnements en bois français. Ok. Bon, ça va bien se passer. On va patienter 2 secondes. Tout va très bien se passer. Alors, je peux aussi vous dire que REI Habitat est le premier promoteur labellisé PEFC et Bois de France. Et donc, on s'associe avec des entreprises qui soient elles-mêmes labellisées, ou alors on leur demande de s'inscrire dans la démarche des labels pour pouvoir garantir nos approvisionnements. Le projet, je vais vous parler de l'équipe. Donc, nous avons deux lots de 50 logements, le lot 8B et 10B, qu'on verra dans pas longtemps en images. Les architectes, c'est Plan Commune pour le lot 8B et Les Marneurs pour le lot 10B. Nous nous sommes associés Ney Partners pour le bureau d'études structure, qui fait à la fois le gros œuvre béton et la structure bois. Nous avons Solaris Bowen pour tous les lots fluides et techniques. Et AIDA, un acousticien spécialisé dans le bois qui nous suit sur beaucoup de nos projets. C'est important dans les équipes de maîtrise d'œuvre de s'associer à un acousticien habitué aux problématiques du bois. Alors là, le calendrier de l'opération, on a remis notre offre en novembre 2023. D'avril 2024 à décembre 2024, nous avons en collaboration donc avec Matisse, toute notre équipe de maîtrise d'œuvre a travaillé en vue du dépôt du PC avec un gynéco qui nous a accompagnés dans les spécificités des problématiques de la construction bois. Et nous avons donc déposé nos PC en décembre 2024. Ils ont été obtenus en février 2025 et en avril 2025. Les démarrages des travaux est prévu pour le 4e trimestre 2025. Donc, vous voyez les lots concernés. Donc, à gauche, le lot 8B, à droite, le lot 10B. Les bâtiments du sud, à chaque fois, sont des bâtiments donc, de 2e famille, ce qui a été dit tout à l'heure. Ce sont des duplex superposés. Donc, le plancher pour accéder au duplex du haut est à moins de 8 mètres. Les bâtiments du nord sont des bâtiments à R+5, donc, qui, eux, sont en 3e famille. Voilà les images. Donc, ici, on peut voir les finitions des façades. Donc, on a des bâtiments avec soit de l'enduit, soit du bardage bois. Pour faire l'enduit sur les bâtiments, donc, vous voyez, on monte au bâtiment R+5, donc on monte en hauteur. On a utilisé latex de KA qui avait été développé pour ICAD et STO par un gynéco. Donc, c'est un latex de KA, ça veut dire qu'il est reproductible. Et plus il sera utilisé, plus la technique sera partagée par les acteurs et ira vers le domaine, je dirais, courant. Pour les bardages bois, alors, comme ce sont des bâtiments de 3e famille, il nous faut une appréciation de laboratoire qui est inscrite dans la texte de KA.
Et pour ce qui est des bardages bois, on utilise la pression de laboratoire, du Codifab et du CSTB, qui nous permet donc d'utiliser du bois en façade dans ces hauteurs. Ici, vous voyez les différents, à gauche le 8B, à droite le 10B, les différentes finitions. Les balcons, les espaces extérieurs, donc on essaye toujours de faire des espaces extérieurs le plus généraux possible chez REI, des bâtiments aussi, des logements en traversant le plus possible. Ça, c'est beaucoup pour le confort d'été. Et on se dit que dans les années à venir, avec les augmentations de température, les balcons pourront devenir un endroit qui sera un peu habité, hein, comme dans les pays chauds. Et on a, vous voyez aussi des occultations devant en tête des balcons pour créer des jeux d'ombre et se protéger des apports solaires. Alors maintenant, je vais rentrer dans le détail technique. Alors là, on voit quand même, on utilise toujours des menuiseries bois chez REI Habitat. On a de la structure bois et nos menuiseries sont toujours en menuiserie bois. Pour ce qui est de la structure des balcons, pour des questions de pérennité, on préfère souvent sur les bâtiments de grande hauteur, comme c'est difficile de protéger le bois et que les 50 ans ne seront pas atteints s'il y a de l'eau qui arrive sur le bois, on préfère utiliser du métal ou du béton pour nos balcons. Voilà une image des duplex, donc de deuxième famille. Et maintenant, les choix constructifs. Donc, nous avons utilisé en plancher des planchers CLT. Alors, j'ai deux choses à dire. On est en zone sismique, donc les planchers solivés, l'OSB qu'on cloue dessus est souvent pas suffisant. C'est difficile de couturer pour reprendre les efforts et transmettre les efforts sismiques au diaphragme. Donc, on a préféré utiliser du CLT. Qui aussi présente l'intérêt de ne pas être très épais. Donc ça diminue un peu le gabarit et l'épaisseur du plancher. Et ici, vous pouvez voir qu'on a, pour la protection incendie, encapsulé le bois avec deux BA18 qui sont directement vissés sous les planchers CLT. Ça, ce sont des préconisations de France Bois 2023, au moment des JO. Hein, des études ont été faites. Et il a été disons, préconisé, et ça va sans doute devenir la réglementation sous peu, puisqu'on attend des réglementations en juin pour les ERP et en fin d'année pour les logements, pour la construction bois et la sécurité incendie. Donc ça permet de protéger de manière pérenne, parce que vous voyez, c'est inaccessible aux habitants. Il y a le faux plafond qui est avant l'encapsulage. Et ça permet de protéger le bois au feu. Alors, ces deux BA18, ils permettent de ne pas avoir 230 degrés au contact du bois après 1 heure d'incendie. Donc, ça permet vraiment de ralentir la propagation éventuelle d'un incendie. Alors, je peux parler de l'acoustique également. Donc, pour traiter l'acoustique, il y a une chape avec un résilient. Et puis après, il y a également un faux plafond. Donc ça, c'est là qu'on travaille avec AIDA, puisque quand on change les complexes de plâtre, évidemment, on a quand même pas mal d'essais aujourd'hui dans la filière. Il faut avoir des acousticiens qui connaissent tous ces essais pour pouvoir bien nous guider sur les mesures à prendre. Ensuite, voilà une coupe du mur alors Azurtech, dont parlera François tout à l'heure, mais simplement pour montrer que là aussi, on a mis 2 BA18, même si c'est marqué 2 BA13, directement contre le mur pour le protéger au feu et obtenir une protection qu'on dit sanctuarisée, parce qu'elle n'est pas directement accessible à une modification sauvage qui serait faite par le propriétaire, qui viendrait mettre ainsi un coup de scie cloche ou je ne sais quoi, ou qui voudrait l'enlever. Voilà, c'est protégé. Il y a un demi-style d'abord. Donc là, dans le demi-style, il y aura les prises, les réseaux qui passeront. Et ensuite, on est protégé au feu par ces 2 BA18. Ensuite, on utilise donc l'appréciation de laboratoire du Codifab CSTB pour l'utilisation du bardage bois. Bon, il n'est pas tout à fait à l'échelle. En fait, ça sera un bardage bois qui sera de 22 mm. Sans entrer dans le détail, on fait ça parce qu'on va faire des déflecteurs renforcés, mais on ne veut pas mettre d'obturateur de lame d'air. C'est une solution qui est proposée de mettre des obturateurs de lame d'air pour ralentir l'incendie. Le problème, c'est qu'on n'a pas de garantie dans le temps. Il faut pouvoir les entretenir. Et donc, comme c'est pour de l'accession à la propriété, on suppose que les gens ne le feront pas. Donc, on prend une solution qui permet de se passer des obturateurs de lame d'air. Là, c'est la coupe du mur
avec l'enduit. Donc l'enduit, c'est un ETIX avec un support, là je crois que c'est de la laine de roche, et ensuite la couche d'enduit à l'extérieur, directement fixée sur le mur à ossature bois. Pour l'approvisionnement, donc là on voulait souligner que grâce à Matisse, on sera dans une filière assez courte avec des filières d'approvisionnement de la région. Les scieries Chauvin, Mandré, voilà. Et la gravière alors je ne saurais pas le prononcer correctement. Voilà, mais qui nous permettra on pense, utiliser la voie fluviale en particulier pour tout ce qui est VRD en fait, les matériaux liés au VRD. Voilà pour ce qui me concerne. On va juste retourner sur la présentation Matisse, s'il vous plaît. J'ai juste prévu des petites vues en plan qui vous exposent le mode constructif en deuxième famille et troisième famille. Donc en fait, on a choisi de mettre en œuvre des modes constructifs similaires sur les deux lots, le 8B et le 10B pour les bâtiments sud. Donc comme l'a dit Philippe, on est en deuxième famille. On est en construction traditionnelle sous technique courante. Hein. Donc, on a des murs à ossature bois périphériques porteurs. On a des noyaux centraux en béton armé, donc qui nous aident à contreventer le bâtiment et également à avoir un rôle par rapport au séisme. On a en fil central des poteaux poutres, lamellés collés pour la majorité, mais quelquefois pour l'autre lot, on a également ponctuellement des poutrelles métalliques. Et comme l'a évoqué Philippe tout à l'heure, on a des planchers CLT donc qui portent de façade sur les fils poteaux-poutres ou également entre fils poteaux-poutres au niveau des fils centrales. Et effectivement, à l'extérieur, nos balcons, on a privilégié de la structure métallique et notamment pour des questions de durabilité. Donc, c'était possible de faire en bois, hein, bien sûr, mais les éléments horizontaux, par expérience, à l'extérieur, quand il y a des intempéries, ne vieillissent pas forcément de manière très optimale. On va passer, alors cette fois, ce sont le bâtiment nord, enfin les bâtiments nord en troisième famille du lot 8B. Alors là encore, de la construction mixte. Alors ce que vous voyez en bleu-violet, ce sont encore une fois des noyaux centraux en béton. En périphérie, donc ce qui est vert, ce sont nos murs porteurs AzureTech, donc qui sont sous avis technique. On peut assimiler ça à de l'ossature bois porteuse renforcée, on va le dire comme ça, puisque sont intégrés dans ces murs des éléments, des poteaux en bois lamellé collé, donc qui nous permettent de descendre des charges plus importantes quand les immeubles sont plus hauts. Et là encore, au niveau des planchers, on a choisi de mettre en œuvre des planchers en CLT. Alors, l'autre avantage du CLT sur le site de Strasbourg, c'est qu'en fait, on n'avait pas un sol très, comment dire, très convenable ou très porteur. Et donc, en fait, le choix de partir sur des planchers bois permet globalement d'alléger le poids des bâtiments. Et donc, éventuellement, et donc, non, même pas éventuellement, et donc de faire des économies sur les fondations globalement. Donc, voilà. Cette fois, une vue en plan des bâtiments de troisième famille, donc pour le lot 10B. Bon, c'est globalement similaire dans les choix techniques. Donc un noyau central en bleu-violet, hein, entièrement en béton armé. Des murs porteurs, encore une fois, AzureTech en périphérie, c'est ce que vous voyez en vert. Et puis des planchers en CLT. Des terrasses en mixité métal dalle préfa béton. Oui.
Ouais, tout à fait. On passe en table ronde, qui va être très court. Merci, François. Eric. Ouais. Ouais. Eric, Alors. Non, mais ça va. Et on a explosé notre timing. Ok. Je vais couper quelques. En fait, j'avais plus de questions. Ne vous étonnez pas, il y a la moitié qui va partir. Alors, Monsieur Neuris, vous faites un bâtiment qui va au-delà de la RE 2020 et vous vous basez sur les préconisations France Bois 23 et la réglementation Bois à venir. Pourquoi vous faites ça? Alors, j'ai envie de dire, c'est la vocation de Habitat de construire en bois. L'entreprise fait absolument tous ses bâtiments en structure bois. Et depuis l'apparition de la réglementation RE 2020, naturellement, on a visé des seuils en avance sur notre temps, entre guillemets. Donc, on est systématiquement en RE 28 et c'est facilité par l'utilisation massive du bois, évidemment, pour la partie au moins carbone construction. François, pour quelle raison est-ce que vous avez choisi de faire une construction vraiment bois au lieu de pour la troisième famille? L'étude, comme Eric vient de montrer, propose plutôt des dalles en béton avec en fait une structure béton avec une mob devant. Vous avez choisi différemment. Pourquoi? Alors, en fait, on avait un engagement au moment des auditions, parce qu'en fait, on était en concurrence, bien sûr, avec d'autres équipes. Et donc, en fait, le promoteur étant favorable à un mode constructif où on maximisait le matériau bois et également l'économie de projet permettant, parce que finalement, on a fait des choix techniques simples qui sont éprouvés avec des choses qu'on sait fabriquer de manière rapide et optimale et mettre en œuvre également de manière optimale. Donc finalement, la contrainte économique, on a su, j'ai envie de dire, on a su la maîtriser. Et l'autre sujet, c'était de mettre les bons matériaux aux bons endroits. Vous avez vu qu'on a mis du bois, notamment pour les murs de façade, mais on a aussi eu recours à du béton pour le contreventement et la stabilité sismique du bâtiment. Donc en fait, c'est un choix technique en fait qu'on a évalué entre nous, entre le promoteur, le bureau d'études de structure bois et Matisse. Et pour les questions d'incendie acoustique, bon, acoustique, on a vu, je pense, mais entre appartements, les questions d'incendie, qu'est-ce que vous avez prévu? Ben, en fait, il y a deux sujets. Il y a les planchers, il y a les façades. Au niveau des façades, comme on l'a vu sur la coupe, ben, on met un panneau de type Fermacell qui permet en fait d'empêcher finalement l'incendie qui peut démarrer en extérieur, de se propager à l'intérieur des structures. Et au niveau des planchers, en fait, on encapsule, comme l'a montré Philippe, en fait, les planchers bois avec un faux plafond plâtre. Moi, quand je vois les perspectives, les bâtiments sont très très proches et on a la végétation entre. Qu'est-ce qui est prévu en cas de feu pour ça? Au niveau de la... En fait, c'est très proche, hein, les bâtiments Ouais. entre eux. Oui, oui. Mais on est conforme en fait comment dire, à la réglementation des pompiers. Donc l'accessibilité est conforme, quoi, tout simplement.
Donc la végétation, ce n'est pas un obstacle. Je dirais il y a d'autres sujets, notamment par exemple le confort d'été, où si on ne végétalise pas la périmétrie des bâtiments, on augmente la propagation de chaleur qui peut se propager entre un aménagement extérieur et l'intérieur des bâtiments, quoi. Donc finalement, la végétation, c'est plutôt un avantage par rapport au confort d'été global des logements. Confort d'été dans ce bâtiment? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, oui, pour le confort d'été, on a des bâtiments traversants, des appartements traversants, pour favoriser la possibilité évidemment de faire circuler l'air. Des balcons généreux, encore une fois, pour dire qu'ils pourront être occupés, et puis ils servent aussi d'écran aux apports solaires. Et d'ailleurs, vous avez vu, on a des stores en fait en tête de balcon pour pouvoir limiter les apports. Ah, on, voilà, on a vraiment très peu de temps et je suis désolée. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais en fait, juste pour rajouter une chose, au niveau du confort d'été, finalement, il y a trois réponses. Il y a la réponse architecturale qu'évoque Philippe, il y a les matériaux, parce qu'en fait, par exemple, mettre en œuvre un isolant biosourcé avec un déphasage important, ça permet de réduire l'inconfort des utilisateurs des logements. Et puis, il y a la réponse environnementale avec la végétalisation et l'aménagement, grosso modo, du site, quoi. Tu m'as parlé aussi d'une autre raison quand on a préparé la table ronde pour cette construction bois, c'est les tolérances de la construction béton et du bois qui est très diverses. Comment vous allez faire dans le planning? Voilà. Alors, dans l'idée, en fait, et c'est ce qu'on pratique en général quand on fait ce type de construction, il y a un gros œuvre qui intervient préalablement au constructeur bois. Il termine sa construction et à partir de ce moment-là, alors soit il y a un moyen de levage qui est mutualisé, ça en général c'est une grue à tour. J'ai envie de dire que le constructeur bois prend la main. Alors il y a un double sens aussi à ta question. Il y a les tolérances. Effectivement, les tolérances entre un gros œuvre qui sont plutôt de l'ordre du centimètre et un constructeur bois qui va préfabriquer l'ensemble des éléments que nous allons mettre en œuvre, qui travaillent plutôt au millimètre, il y a effectivement des sujets. Donc nous, en général, de toute manière, on procède à un relevé initial du gros œuvre avant intervention, avant mise en œuvre, et puis donc qui nous permet éventuellement, quand il y a des gros sujets, d'adapter nos constructions de bois. Et puis, quand il y a un gros œuvre qui est dans ses tolérances, on a des fixations qui sont capables d'être compatibles avec un gros œuvre qui est dans ses tolérances. Donc, je dirais, on sait faire à partir d'un gros œuvre qui est dans ses tolérances. Eric, qu'est-ce que tu en penses RUE a choisi, et Mathis ont choisi un autre système, ce que tu as préconisé dans l'étude pour la troisième famille. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Alors, ils ont choisi un autre système que celui que nous avons préconisé, pas tout à fait en fait, puisqu'en fait, on a analysé différentes solutions. Et tu as remarqué qu'il y avait des critères en fait d'analyse des différentes solutions et que dans les différentes solutions, celles-ci, peu ou prou, en fait, étaient déjà identifiées. Globalement, si je ne trahis pas de secret, François, la technologie AzureTech est une technologie de poteau-poutre intégrée à une construction bois un peu bodybuildée. Donc en fait, la solution apparaît assez clairement dans notre tableau, sauf que c'est une solution propriétaire, qui est une excellente solution,
Mais la commande, c'était évidemment de proposer une solution qui soit sur étagère pour un savoir-faire disponible par le tout venant, je disais tout à l'heure. Alors le tout venant, on va juste un petit peu se détendre. Le tout venant, ça demande quand même une certaine technicité. D'ailleurs, les technologies qui ont été proposées de façade ossature bois sur bâtiment béton sont des technologies qui ne sont pas nécessairement faciles à mettre en œuvre et à dimensionner. On l'a vu sur un certain nombre de quartiers sur Strasbourg. Ça a demandé un peu des études un peu particulières quand même, hein. Puisqu'en fait, une façade ossature en bois non porteuse, sans vouloir trop prolonger le propos, c'est une façade qui, selon le DTU 31.4, sur ses hauteurs de bâtiment en tout cas, est considérée comme un VEC en fait. Donc un vitrage extérieur collé ou un vitrage extérieur attaché. En termes de philosophie, on est sur une philosophie de façade menuisée. Donc cette façade ne doit absolument pas contribuer à la stabilité de l'ensemble. C'est donc l'opposé en fait en termes de partie constructif. Ce qui a été proposé est d'une certaine façon l'opposé de ce que des autres scénarios et de ce qui a été retenu. En revanche, c'est un excellent scénario, mais il faut juste avoir le savoir-faire, la taille critique, l'ingénierie, l'outil de production. Et dans la commande qui nous a été adressée, l'idée, c'était d'offrir une solution sur étagère à des entreprises de plus petite taille qui, vous savez, un atelier d'ossature bois, c'est parfois pas grand-chose en fait, hein. C'est une scie radiale, une scie à format et une table de montage, mais ça peut être assez sommaire en fait. Un charpentier d'une dizaine de personnes serait capable en fait de mettre en œuvre la solution que nous avons prescrite. Là, c'est un autre attelage, mais c'est tout à fait remarquable en fait, oui. Super. Du coup, comment on pourrait amener les autres dans les autres lots, les promoteurs et les charpentiers à aller dans ce chemin-là? En fait, mais Philippe Neuris pourra témoigner aussi, Mathis aussi. En fait, tout est une question de compétence, de compréhension des enjeux, de savoir que ce qui peut se passer en situation d'incendie. Philippe a parlé de sismique. Enfin, c'est une question de maîtrise technologique en fait. Et ensuite, d'outils de production. Si vous voulez, on a eu, je ne veux pas trahir de secret, mais il y a eu des équipes qui, en phase concours, ont proposé d'autres systèmes constructifs nettement plus allégés, en fait. Alors, excusez-moi, mais on a déjà eu quelques contre-références en matière de sécurité incendie. On parle beaucoup de sécurité incendie, mais pardonnez-moi, mais le bois, ça brûle un peu quand même. Donc, il ne s'agit pas, par rapport aux propos qu'on avait tout à l'heure, de générer en fait des désordres de type sériel par des mauvais choix. Il faut comprendre la vulnérabilité de chaque procédé constructif. Il y a des balcons qui tombent aussi et qui ne sont pas en bois, hein. Donc, il faut comprendre en fait ce qu'on fait. Et l'enjeu de comprendre, eh bien, c'est ça en fait l'enjeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est écrite aujourd'hui, comme étant de l'ingénierie en fait. Il ne faut pas confondre science et réglementation. Donc la réglementation vous fixe des objectifs, notamment l'article 11 de l'arrêté du 31 janvier 86, vous décrit tout à fait qu'un bâtiment, ça doit brûler. Si ça doit brûler normalement, en fait, et pas échapper au contrôle. Allez, pour faire simple, une bougie mal éteinte sur un balcon ou sur une coursive ne doit pas se transformer en perte totale de la copropriété. Ça, c'est pas un incendie normal. Un incendie normal, c'est ce qui peut arriver, je pense, sur les dispositions constructives qui ont été adoptées. C'est donc un feu, en fait, qui peut effectivement naître à un endroit duquel on devient maître par les occupants assez rapidement, et ensuite pour lequel les pompiers qui interviennent entre 15 et 20 minutes, peut-être 10 à partir de l'appel, eh bien, sont capables de déployer leur matériel et d'intervenir sereinement, en fait. Voilà. Et une fois de plus, si on ne fait pas attention à ces simples enjeux de bon sens, eh bien, on peut arriver à des contre-références qui sont problématiques. Le concours a prévu de faire équipe avec un charpentier. Est-ce que d'avoir l'entreprise de charpente avec vous dès le début, c'est une condition pour faire une bonne construction bois? Une bonne. Alors, c'est une bonne façon de s'organiser. C'est pas une condition sine qua non, mais
c'est une bonne façon de s'organiser. Ça permet, dès le départ, de confronter les dessins avec le retour d'expérience des entreprises, qui ont quand même en permanence du retour d'expérience, des plans à jour, et ça permet de concevoir directement, correctement. On a sinon souvent dans nos appels d'offres, même si c'est un bureau d'études bois, des variantes qui sont amenées par les entreprises. Bon, ben là, ça fait gagner du temps malgré tout dans la phase aval. Une fois que le DCE est sorti, on n'a pas de surprise sur la partie déjà gros œuvre bois. Vous êtes parti en multi-lot. Comment vous allez gérer les interfaces entre les lots? Alors, on est parti en multi-lot parce qu'il n'y a pas vraiment d'entreprise générale. Alors, il commence à y en avoir un peu qui sont capables de construire ce genre d'édifice en bois avec ces technologies. Comment on va gérer? Alors, ça a été, c'est étudié. On a aussi un peu d'expérience en la matière. Il y aura un référent unique pour la sécurité incendie qui va suivre le chantier du début à la fin. Qui en interne? Qui sera dans l'équipe qui suit le chantier. Il vient du bureau de contrôle, la PAV. C'est très important. Alors non, pas trop. Je suis pas très inquiet pour la phase où Mathis va intervenir, mais c'est quand ils vont quitter le chantier, les autres corps d'État qui vont arriver, il faut qu'ils soient sensibilisés et qu'ils soient suivis à pas mettre le feu à la structure qui à ce moment-là est pas encore protégée. Donc voilà. Donc ça sera fait régulièrement. Pour ce qui est de la gestion de l'humidité en phase chantier, je pense que c'est un des autres sujets. Bon, déjà. Dans la manière de bâtir le planning, on parlait tout à l'heure des méthodes, le gros œuvre va livrer tous les bétons. Et ensuite, on ira plot par plot chercher le hors d'eau au plus vite. C'est-à-dire qu'on ne va pas monter étage par étage, on va monter un plot, on va le mettre hors d'eau. Les matériaux seront protégés en phase provisoire par Matisse. Alors, suivant ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, pour les CLT, on ne fait plus un revêtement continu, mais on empêche l'eau de rentrer dans les joints. En fait, on scotche les joints. Les murs sont emballés par pluie, par vapeur. La protection, on fait attention à la protection. Quand on enlève les élingues, évidemment, on rebouche les trous d'élingues. Voilà. Bon. Il y a tout un tas de mesures qui permettent d'éviter que l'eau rentre sur la structure bois. On obtient rapidement le hors d'eau. Et avant de plaquer, c'est-à-dire de doubler toutes les parois, on contrôlera les niveaux d'humidité des différents matériaux, bien sûr, tout comme d'ailleurs on contrôle aussi l'étanchéité à l'air du bâtiment une fois que les mesures sont faites avant de mettre tous les plaquages placo, parce que si vous ne le faites pas, vous prenez le risque d'avoir des fuites, et puis quand vous le faites à la fin, l'air il va sortir par les prises, mais vous ne saurez pas derrière à quel endroit il faut intervenir pour boucher la fuite. De toute façon, il y a tout un plan de chantier de qualité que vous avez établi. C'est ça. Philippe a un peu anticipé sur ce que j'allais dire, mais effectivement, Mathis, on rédige et on prévoit des procédures qui se présentent sous la forme de PAQ, donc de plan d'assurance qualité. Les principaux sujets sont la qualité des matériaux de ce qu'on va préfabriquer. Donc pour lesquels on fait des autocontrôles en atelier notamment. Et après, deux principaux sujets en chantier, l'incendie potentiel en phase chantier, où là, dans le PAQ, il y a toutes les mesures préventives, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on s'y prend, et surtout, s'il y a un début d'incendie, comment on procède à l'extinction. Donc, en gros, par exemple, c'est dire au niveau de chaque étage, il y a un minimum d'extincteurs qui sont prévus pour pouvoir éteindre un feu qui démarre. Et puis l'autre sujet important, c'est l'humidité en phase chantier. On l'a évoqué. Donc, principalement, on maîtrise l'humidité, et quand il y a un orage, on évacue l'eau. L'autre sujet, effectivement, on contrôle en phase chantier. Donc, les conducteurs de travaux de chez Mathis sont équipés d'un petit appareil qui s'appelle un hygromètre, et puis ils viennent piqueter les planchers en CLT ou les murs à ossature bois ou les isolants pour voir effectivement si par malheur il y a eu quand même des infiltrations, quel est le degré d'humidité des matériaux. Et après, effectivement, c'est le constructeur bois qui pilote les bons à fermer. Donc, quand il a fait son autocontrôle et puis que le niveau d'humidité des planchers est conforme à ce qu'on doit faire,
On donne un bois fermé. Si ce n'est pas le cas, ben, on laisse sécher, on ventile. On ne chauffe pas parce que c'est surtout ventiler qui est important. Donc on ventile et puis on attend, on patiente un petit peu que l'humidité des planchers redescende. Merci. Le DVD veut être un endroit de formation. On a besoin de former sur tous les métiers de formation. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, pour autant que j'en sache quelque chose, parce que je pense que c'est Tali qui maîtrise assez bien le sujet. Alors, je pense que déjà, juste pour faire une remarque et répondre à ta question, Katharina, la démonstration qui vient d'être faite à la fois par le promoteur ici et l'entreprise Matisse, justement, démontre que le savoir-faire existe sur étagère. L'agence qualité construction communique beaucoup sur la question de l'humidité en phase chantier, notamment sur la question de l'incendie en phase chantier. Fibois intervient, il communique beaucoup sur tous les travaux qui sont menés par la filière bois au sein d'actions qui sont disponibles gratuitement en ligne et qui coûtent quand même des centaines de milliers, voire des millions d'euros par an, et qui sont disponibles pour qui, en fait, veut présenter le même niveau de savoir-faire. Alors, bien sûr, progressivement, mais c'est en prenant les bonnes informations, et ça, c'est un enjeu majeur, hein, en prenant les bonnes informations, en sachant où elles sont, et en les mettant en pratique jusqu'à ce que ces informations démontrent leurs limites, et ensuite en participant, comme vous le faites, en fait, à l'élaboration des guides, de bonnes pratiques, de la normalisation. C'est comme ça qu'on se forme, en fait. Et maintenant, très concrètement, on l'a dit, la question de l'humidité en phase chantier, mais la question aussi de l'humidité en phase usage est une question assez importante. Maîtriser un DTU, comme le DTU menuiserie, n'est pas suffisant. La sinistralité, finalement, sur les menuiseries du DTU 36.5, puisque c'est son petit nom, est quand même assez élevée. En revanche, elle se révèle de façon moins importante parce qu'elle est souvent posée dans un environnement peu vulnérable, comme l'est un mur en maçonnerie ou un mur en béton. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que les imperfections en fait, de mise en œuvre, avec une menuiserie fuyarde dans le temps long, en fait, c'est que en fait, on va avoir éventuellement un peu d'eau qui va s'introduire par moments exceptionnels, entre le doublage, qui est souvent, lui, pas très biosourcé, mais plutôt pétrosourcé. Et cette eau va pénétrer à l'intérieur de cette cavité et va ruisseler éventuellement à l'intérieur contre cette paroi peu vulnérable dans le vide de construction et arriver finalement à rencontrer le plancher qui, lui non plus, n'est pas très vulnérable puisqu'il est en béton, en fait. Et qu'est-ce qu'on va voir arriver? On va voir, allez, des plaintes qui vont se soulever, éventuellement du parquet qui va récupérer de l'humidité par son flanc. Mais bon, ce n'est pas des désordres de nature décennale. On se met dans notre configuration à nous, on n'a pas le droit de faire ça, en fait, hein. On doit avoir des menuiseries qui sont parfaitement posées. Et des menuiseries parfaitement posées, ça n'existe pas, malheureusement, dans ce bas monde. Donc, ce qui est prévu, c'est de réfléchir, en fait, à l'intelligence du geste, en fait, et à se réapproprier ce qu'on devrait savoir déjà, mais qui, bon an, mal an, finalement, n'est pas aussi bien maîtrisé que ça, sur des questions fondamentales, comme par exemple la pose d'une menuiserie dans une construction ossature bois, de telle sorte qu'elle atteigne les performances qu'on attend d'elle et qu'elle ne soit pas génératrice de catastrophes, en fait, hein, à moyen long terme. Donc, c'est un exemple. Donc, Tali pourra bien sûr détailler beaucoup plus que cela, qui sont les partenaires impliqués dans ce programme que je n'ai pas tout à fait retenu. Mais l'idée, c'est vraiment de se réapproprier les notions de base de la construction, en fait. La construction bois est une construction exigeante qui ne tolère pas, en fait, l'à peu près. Une douche posée sur un support bois, c'est une douche qui va générer de la pathologie si les utilisateurs, dans le temps long, n'ont pas un dispositif d'alerte. Ça rejoint d'ailleurs l'accompagnement dont vous avez parlé avec Étienne Marx, c'est ça, non? Et Emmanuel Marx, auprès des utilisateurs pour qu'ils aient non pas des craintes, en fait, mais qu'ils aient la conscience de l'environnement dans lequel ils habitent et qu'ils s'approprient en fait ses spécificités. Merci Eric. On ne va pas pouvoir parler des autres biosourcés, malheureusement. Juste un avertissement, il y a du chanvre qui va être employé, serait-ce que pour l'école. Pour pouvoir construire en chanvre, il faut faire la formation.
Ça veut dire, quand les concours sortiront, la condition de pouvoir participer, c'est avoir été formé construire en chanvre. Je vous avertis, parce qu'il n'y a pas tout le temps des formations construire en chanvre. Juste entre vous, si vous voulez participer, vous mettre sur ce champ-là, allez-y, formez-vous maintenant. L'autre chose dont on ne va pas pouvoir parler, désolé, c'est l'EMS et la SPL ont signé, comme Tali a dit tout à l'heure, une charte pour le réemploi. Et du coup, il y a sur tous les projets 1% de réemploi. C'est juste de tout le travail. Voilà. Désolée, on aura voulu parler un peu plus, mais on est déjà vraiment en retard. Est-ce que quelqu'un a une question brûlante sur la construction? Voilà. Attends. Yacine, s'il te plaît, ramène le micro parce que sinon, on ne l'entendra pas. Là derrière. Bonjour, vous avez parlé beaucoup de la scalabilité technique, mais la scalabilité économique, là, quand on voit la richesse des solutions par rapport aux bâtiments qu'on connaît, à la ville allemande à Strasbourg, pose question dans un environnement où on va avoir moins de ressources. C'est pour qui la question? Pour tout le monde. Alors, c'est effectivement un sujet permanent. On est sur des injonctions contradictoires, hein. On veut faire du traversant, on veut des balcons généreux. Bon, on essaye donc à chaque fois de trouver l'équilibre le plus finement possible, sachant que la première source d'économie sur un bâtiment, c'est qu'il soit compact. Mais c'est difficile de faire un bâtiment compact avec des logements traversant partout. Donc voilà, on est comme ça avec des injonctions contradictoires et l'économie de projet suivie du début à la fin pour voir comment on peut arriver. Là, c'est important de s'associer à ce titre-là un constructeur dès le départ. Parce qu'on connaît les objectifs et du coup, on ne s'oriente pas non plus. Il y a des solutions différentes, plus ou moins onéreuses. Voilà. Quand on construit avec des systèmes qui sont adaptés à la construction bois, que les choses se plombent bien, que la préfabrication soit possible, ben, ça permet de générer des économies. Et c'est comme ça qu'on travaille, en fait. En permanence, en répondant aux contradictions et en essayant de maintenir un coût de construction qui est toujours un peu plus élevé que ce que ferait une construction traditionnelle, mais qu'on arrive à tenir quand même. Merci beaucoup.